Bonjour, Monsieur Serré. D'abord, je voudrais vous remercier de permettre au lectorat de Préhistoire à gauche de mieux comprendre les positions du NPD et de connaître vos choix politiques comme candidat NPD dans l'élection partielle de Rosemont. Euh, nous aimerions aborder avec vous trois problématiques: votre positionnement et votre trajectoire personnelle. Dans un deuxième temps, les positions que vous défendez dans Rosemont. Et troisièmement, la continuité entre votre travail de militant et votre futur statut de député. Est-ce que cela vous convient? Ben, c'est parfait. Je vous remercie aussi pour l'invitation à toute la gang de Presto à gauche. Bon, c'est bien. Alors, commençons immédiatement par votre trajectoire personnelle. La première question que j'aimerais vous demander, c'est, vous avez été candidat à la direction du PQ en 2014 et vous portez aujourd'hui les couleurs du NPD fédéral. Qu'est-ce qui a changé dans votre lecture de la question nationale entre ces deux moments? Ben, j'aimerais, je sais pas, je vous dirais que c'est pas ma lecture de la question nationale qui a changé. Le Québec est une nation libre, libre de ses choix, libre de décider peut-être un jour de son autodétermination. C'est le choix d'une nation, puis que le NPD reconnaît ce droit à l'autodétermination du peuple québécois. Reconnaîtrait aussi une majorité simple, 50% plus un. Ce qui a changé, ce sont ceux qui portent ce projet national, le Parti québécois, la Coalition Avenir Québec, qui se sont englués, enfermés dans un nationalisme identitaire et que je rejette complètement. Quand j'ai participé à la campagne à la direction du Parti québécois en 2014 et 2015, et j'écrivais déjà depuis de nombreuses années, je participais à ce débat contre cette montée du nationalisme identitaire. Mais en 2014-2015, c'est ce que je veux faire, mener ce débat. Et là, il y a eu une rupture complète par la suite avec le Parti québécois, parce que là, c'était plus juste une montée. Le Parti québécois représente ce nationalisme identitaire et cette invention d'une stratégie politique, d'une nouvelle menace à l'identité québécoise, c'est-à-dire l'immigration, qu'il qualifie de massive, l'immigration massive, hein, n'est-ce pas, qui menace notre survie. On n'est pas loin de la théorie du grand remplacement, là. Hein? L'immigration massive qui menace nos services, nos programmes sociaux, notre langue, tout ça. Ces gens nous renvoient une image de nous qui n'est pas de nous. Une espèce d'image passéiste où on est toujours un peuple au bord de la catastrophe, puis en survie, menacé, etc. Moi, je pense que le peuple québécois aujourd'hui est beaucoup plus émancipé, beaucoup plus fort, beaucoup plus sûr de lui-même. Puis quand je regarde mes enfants, ben moi, c'est ça que je vois. Et c'est ça qu'on devrait établir comme constat de là où nous sommes rendus comme peuple et célébrer ces avancées. Puis en même temps, ben, comprenons une chose sur la question nationale, c'est le peuple qui va décider de ça. C'est pas un chef d'un parti politique qui va nous inventer une chimère de référendum alors que le peuple n'est pas là. En ce moment, le peuple québécois n'est pas là. Et puis voilà. Alors, pour moi, les enjeux cruciaux qui sont devant nous, c'est là où j'ai toujours été. Moi, ma trajectoire n'a jamais changé. Je suis sur un chemin qui s'appelle la justice sociale. Hein. Et en ce moment, s'il y a un enjeu qui est central, c'est de barrer la route à la droite. Et personnellement, voilà, je n'ai jamais quitté ce chemin-là. J'y suis, puis j'y reste. Et je me sens très à l'aise avec le nouveau Parti démocratique. Sincèrement à l'aise. Ah, ben c'est intéressant. J'allais justement vous demander si la venue d'Alvy Lewis comme chef du NPD avait pu vous permettre de faire ce changement-là. Est-ce que pour vous, cela marque un tournant dans l'orientation du NPD et ce nouveau leadership vous a-t-il poussé davantage à vous présenter dans ce parti? Ben, écoutez, moi, dans la vie, on fait des choix. Hein. Et dans la mienne, j'ai fait le choix un petit peu no bullshit. J'aime pas ça raconter des histoires qui sont pas vraies. Alors, me définirais pas mon adhésion à travers une trajectoire ou un chemin comme celui-là. C'est-à-dire que j'ai suivi d'assez loin la course à la chefferie du NPD.
Bien sûr, la candidature qui semblait fort intéressante est celle d'Harvey Lewis, mais je l'ai suivie d'assez loin. Et ça faisait pas partie de mes plans non plus de me présenter comme candidat dans Rosemont la Petite Patrie. C'est Alexandre Boulris, qui m'a rencontré. Il y a eu un déclic qui s'est fait là. La réflexion n'a pas pris beaucoup de temps. On est à peu près au mois de mai. Et quelques semaines plus tard, j'ai rencontré toutes sortes de gens du NPD, mais par la suite, je suis allé à Ottawa, je suis allé rencontrer Harvey Lewis. Et c'était la première rencontre qu'on avait, le premier contact. Et c'est là, dans ma tête, où ça se décidait. Ça passe ou ça casse, ça marche ou ça marche pas. Et je dois vous avouer que quand je suis rentré dans ces locaux-là, il est arrivé à la seconde près, au premier regard, à la première poignée de main. J'ai dit, OK, ce gars-là, je pense que je peux y faire confiance. Tu sais, des fois, la communication, ça passe au-dessus des mots, hein. Et l'heure qu'on a passée ensemble à échanger, dans mon mauvais anglais, dans son français qui s'améliore, on s'est compris. Et ce que j'ai rencontré, c'est un leader euh, honnête, décomplexé dans ses choix de gauche, ses orientations progressistes, qui comprend les réalités modernes du Canada, que c'est un allié de la cause palestinienne, que c'est un internationaliste, qui assume complètement les réalités nouvelles et les réalités de la diversité, et qu'en bout de ligne, il incarne la gauche d'aujourd'hui. Et j'ai décidé que c'était mon chef, vraiment, tout en restant un homme libre, ce que je suis. Voilà. Bon, je vous remercie beaucoup de nous avoir expliqué votre trajectoire personnelle. J'aimerais aborder dans un deuxième temps les positions que vous voulez défendre dans Rosemont. Euh, je vous demanderai quels sont les principaux éléments de la plateforme électorale dans le comté de Rosemont. Pouvez-vous préciser votre position et à ce niveau-là, j'aborderai 5 points avec vous. La défense de la langue française au niveau fédéral, la politique d'immigration, les principaux éléments de votre politique environnementale face au tournant du gouvernement libéral vers le soutien public à la construction des pipelines. Comment évaluez-vous le renforcement des dépenses militaires du gouvernement Carney? Êtes-vous prêt à défendre le Parlement fédéral, de défendre au Parlement fédéral des mesures concrètes de rapatriement du pouvoir vers le Québec? Ça fait beaucoup de points, mais Vaste sujet. j'espère Non, c'est correct. C'est on va, correct. Allez-y. j'espère qu'on va pouvoir les aborder à partir de votre plateforme électorale de Rosemont. Non, tout à fait. Et en même temps, une plateforme, puis quand on fait un pamphlet, puis moi j'ai commencé à faire du porte-à-porte depuis plus d'un mois, ben on n'arrive pas avec un discours d'une demi-heure à chaque porte, hein. C'est des éléments. Il faut écouter les gens. Puis c'est beaucoup à l'écoute qu'on a bâti aussi nos éléments centraux de campagne, qui vont peut-être bouger selon la conjoncture, parce que la politique, l'économie, voilà, le contexte, ça bouge. Mais pour le moment, je pense très sincèrement que ça va être pas mal ça. La question du revenu. Les gens manquent. Tu sais, quand on parle du coût de la vie, quand un travailleur ou une travailleuse doit terminer son épicerie à la banque alimentaire, il y a un maudit problème. Mhm. Alors, moi, je ne souhaite pas plus de banques alimentaires. Ce que je veux, c'est que les gens aient plus de revenus, que les travailleurs, travailleuses aient de meilleurs salaires, que les allocations de chômage soient augmentées. Elles sont toujours restées bloquées à un même niveau assez bas. Les personnes retraitées, 40% des Québécois et Québécoises âgés de 65 ans et plus vont chercher le supplément de revenu garanti. Quand tu vas chercher le supplément de revenu garanti, c'est parce que tu n'as pas beaucoup d'argent. Et la base de la sécurité de la vieillesse, ça donne à peu près 780$ par mois. Tu fais quoi avec ça? Les personnes malades, quand ils ont droit, malades et gravement malades, quand ils ont droit à un minimum de sécurité, c'est parce qu'ils ont travaillé puis ils ont droit aux prestations maladie du chômage, 26 semaines, tu fais quoi après? Leurs proches aidants, ceux qui s'occupent de leurs proches, qui les soutient? C'est trop, trop, trop bas. Les gens manquent de revenus, donc il faut travailler. Et ça, on nous le dit, hein, partout. Moi, j'ai rencontré des gens, des personnes âgées, entre autres, dans ce porte-à-porte, qui me disaient, avec beaucoup de fierté, moi, je ne vais pas à la banque alimentaire, je me prive. Qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Mhm. En tout cas. Alors, la question du logement.
Le logement, c'est trop cher. Il y a eu une espèce d'inflation depuis quelques années. Je veux dire, ça n'a plus de bon sens. Les gens n'arrivent plus. Le loyer, avec tout ce qui vient de facture avec, il faut intervenir directement. Il faut construire, puis rapidement, du logement social, puis du coopératif, puis sans but lucratif, puis hors marché. Ça presse. Puis il faut aider les petites familles aussi à accéder à la propriété, ce qui est rendu à peu près impossible, même quand tu travailles, parce que le prix des maisons, là aussi, a connu, écoute, c'est une hyperinflation. Ça marche pas, ces affaires-là. L'environnement, ça va être un élément central qui revient aussi dans les préoccupations des gens de Rosemont-la-Petite-Patrie. Il faut augmenter l'offre de transport collectif pour pouvoir déplacer les populations. Alors, il faut aussi en réduire les coûts. Il faut que ça soit abordable. Ce qui se fait dans de nombreux autres pays, c'est comme si nous, on avait oublié cette capacité qu'on a comme État d'intervenir et de construire, de développer ce transport collectif et de le rendre abordable pour tous et pour toutes. Il faut mettre fin, bien sûr, on va sûrement y revenir un peu plus loin, mais l'exploitation pétrolière, est-ce qu'on est rendu où avec Carney? Hein, les oléoducs, puis toutes ces patentes-là, puis partir en grande dans le business du pétrole, puis du pétrole, des sables bitumineux de l'Alberta. Alors, ça n'a pas de bon sens, ces affaires-là. Il faut se diriger vers des énergies propres, renouvelables. Pas loin, dans ma circonscription, c'est même une partie de ma circonscription, le parc Jarry. On a besoin dans les villes d'espaces verts, pas de réduire les espaces verts. Franchement, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, cette bande-là? À vouloir agrandir le cours de tennis et pour une clientèle sélecte et couper une partie du parc Jarry à la population. Mais voyons donc. La culture. Alors ça, on va en parler de la culture. Parce qu'il faut imposer une taxe. Ce que Carney a enlevé, là, aux géants du numérique, aux plateformes, puis toutes ces patentes-là, les Netflix, etc. Il faut soutenir les artistes, les artisans, les médias. C'est à ça que cet argent-là des taxes aux géants du numérique devait servir. Il faut replacer ces taxes-là et ça urge. Puis il y a une chose qui est extrêmement importante pour moi, puis c'est probablement le seul grand et immense engagement que je suis certain de pouvoir porter puis de réaliser, parce que le reste, c'est des batailles. Celui-là, ça ne sera pas une bataille. Moi, je vais porter la voix de ceux qu'on n'écoute jamais. Ceux qu'on n'écoute jamais au Parlement d'Ottawa. La voix des travailleurs, la voix des sans-emploi, la voix des retraités, la voix des personnes malades, la voix des proches aidants. C'est cette voix-là. Puis avec ma grosse voix, mais c'est celle-là que je veux faire entendre. Alors, c'est ça que je veux faire. C'est sûr et certain. Que ce soit dans l'enceinte du Parlement ou autour ou en point de presse ou dans des mobilisations, c'est ça que je veux faire. Ça, c'est sûr et certain. Et c'est ce que je dis aux gens. Parce que les gens, beaucoup, j'ai tellement entendu, c'est tout du pareil au même. La politique, c'est, ils te disent pas c'est de là. C'est ça qu'ils pensent. Puis là, je dis, regarde, moi, monsieur, madame, moi, là, ce que vous me dites, c'est ça que je vais porter. C'est votre voix. C'est la voix de Tigui qui est venu me raconter dans un HLM ses problèmes de santé. C'est cette voix-là que je vais amener au Parlement d'Ottawa. Puis quand ils t'écoutent, eux autres, là, c'est ce genre d'affaires-là, ils écoutent d'un oreille, puis ça sort par l'autre, ben là, ils vont m'entendre. Ça, c'est sûr et certain. Voilà. Alors, si vous voulez qu'on aille dans les éléments que vous avez mis de l'avant, par exemple, la défense de la langue française au niveau fédéral, bien sûr. Bien sûr. Moi, je vais être un défenseur de la culture québécoise puis de la langue française. C'est sûr et certain. Et puis dans le respect, puis que défendre le français dans le respect des compétences québécoises pour déterminer les politiques linguistiques. C'est sûr et certain. Et c'est la vision du NPD, c'est-à-dire dans le respect et dans la solidarité, dans la reconnaissance des nations. Puis quand je parle des nations, je parle pas juste de la nation canadienne, de la nation québécoise, des nations autochtones, de la nation inuite. Donc, dans le respect et la solidarité. Et les deux langues, le français et l'anglais, doivent être présentes partout et à tous les niveaux de l'administration fédérale. Parce qu'ils vont avoir un problème de toute façon avec moi. Mon anglais est très rudimentaire, n'est-ce pas? Alors, on va peut-être prendre des cours, mais voilà, il faut que les deux langues soient reconnues partout dans l'administration fédérale. Mais la défense de la langue française et de la culture québécoise à tout moment, c'est sûr et certain. Vous avez abordé les politiques d'immigration. En ce moment, le gouvernement Carney, il ferme les frontières et il aligne nos politiques d'immigration sur les politiques trumpistes.
C'est exactement ça qui fait, par exemple, avec le projet de loi qui est probablement devenu loi, C12. On renforce en ce moment. Certains qualifient même de militarisation de nos frontières. On amalgame sécurité, trafic en tout genre et immigration. Moi, j'habite, puis je suis en train de, vous voyez, mon mur est blanc, mais je suis en train de déménager, là, mais j'habite pas loin de la frontière américaine. À tous les jours ici, depuis l'année dernière, sinon depuis 2 ans, il y a des hélicoptères qui patrouillent la frontière à la demande du gouvernement américain. Il y a des instruments de détection qui sont installés partout. Il y a des résidents qui se plaignent de l'intrusion de la GRC sur leur terrain privé où on installe des détections justement parce qu'on ferme les frontières, parce qu'on militarise les frontières. Alors, de facto, on laisse entendre que les immigrants représentent un danger, peuvent atténuer à la sécurité de l'État. C'est ça le discours aux États-Unis. Et cette loi-là, la C12, vise entre autres à réduire le nombre de demandeurs d'asile. Par exemple, ça c'est dans la loi. Alors, si une personne dans sa vie, même enfant, a déjà mis les pieds au Canada avec sa famille, puis qu'il y a le contexte politique dans son pays qui changerait, et qu'elle demanderait l'asile ici au Canada, on va lui refuser. C'est douce, ça. Et dans les faits, on rend la vie des gens, des travailleurs temporaires, très difficile. Le renouvellement des permis, très difficile. On réduit le nombre d'étudiants étrangers. C'est à ce point qu'il y a des recteurs d'université qui se font demander dans d'autres pays qu'ils vont visiter pour les inviter à envoyer que des étudiants viennent étudier dans leurs universités ici au Québec. Ils se font demander, mais qu'est-ce qui se passe dans votre pays? Qu'est-ce qui se passe? Alors moi, je dis une chose très simple. L'immigration est une richesse. Les immigrants et les immigrantes sont mes frères et mes sœurs. Je pense que c'est clair. Ma vision est là. Et si on s'en va sur les questions environnementales, on l'a abordé tantôt, toute cette question de la construction des pipelines, c'est non, il faut arrêter ça, clairement. Moi, je pense même, parce que il y a quelques années, j'ai fait une étude, j'ai écrit un livre sur la fonderie Horn, ce qui m'a amené à me pencher sur le type de développement économique, parce que bon, tu sais, l'industrie minière, puis les fonderies Horn de ce monde, puis etc. Il faut repenser notre économie puis le développement économique en fonction d'une perspective écosystémique. Il faut penser à l'environnement, à sa protection, puis à la santé, puis à la qualité de vie des gens. C'est ça qu'il faut faire. Euh, Finalement, vous me parlez des dépenses militaires du gouvernement Carney. Wow! Alors, c'est le constat d'avoir plié, là aussi, devant les intérêts américains. Les dépenses militaires, disons-le, c'est aussi des dépenses d'armement, de guerre. C'est une politique militariste. Mais là, on est en guerre avec qui, nous? Je sais pas. Ou peut-être la bonne question à poser, c'est nous sommes au service de qui? Alors là. Alors, c'est pour ça que, voilà, puis au Parlement québécois, les questions de rapatriement, les questions de rapatriement de pouvoir vers le Québec. Moi, je m'en vais au Parlement du Québec pour défendre les intérêts du Québec. Je m'en vais au Parlement d'Ottawa pour défendre les intérêts du Québec. Mais défendre les intérêts du Québec, est-ce que ça serait comme le Bloc québécois l'entend, c'est-à-dire servir les intérêts du gouvernement du Québec? Ou ceux d'un parti politique en particulier du Québec? Absolument pas. Pas pour moi. Moi, je m'en vais défendre les intérêts du peuple québécois. Alors, quand il y a intérêt à des rapatriements dans une perspective progressiste de rapatrier des pouvoirs au Québec, bien sûr que je vais me battre pour ça. Mais si on a affaire à des questions réactionnaires, comme ces politiques migratoires envisagées par le Parti québécois, hors de question de soutenir des perspectives comme celle-là. Voilà. Ben, je vous remercie d'avoir passé les 5 points un en arrière. C'était très clair, puis je pense Merci. que ça va faciliter notre lectorat à mieux comprendre vos positions, votre plateforme dans Rosemont. On aborderait le dernier point qui est la continuité entre votre travail de militant. Vous avez parlé de votre livre sur les fonderies Ormes. Vous avez été aussi militant auprès des personnes chômeuses. C'était Euh, l'essentiel de ma vie. c'est ça.
On va essayer d'aborder ce travail militant-là versus votre statut de député. Alors, si vous êtes élu, quelle place donnerez-vous comme défenseur des mobilisations sociales dont vous êtes issu? La même place. C'est-à-dire, pour moi, il n'y a pas de changement entre ces 40 quelques années que j'ai passées dans un groupe de chômeurs et de chômeuses à défendre les droits du monde et une continuité là où, mettons que je suis élu député, je me retrouve au Parlement d'Ottawa, je vais défendre ces droits-là, je vais lever la voix, puis je vais participer aux mobilisations, puis je vais susciter des mobilisations. Par exemple, sa question de l'assurance-emploi. Alors, ça va être des batailles qui vont être liées. Pour moi, sincèrement, il n'y a pas de différence entre c'est une continuité, j'embarque. Je suis sur le même chemin qui s'appelle la justice sociale. Alors, bien sûr, il y a une scène qui est différente entre un local, un groupe de chômeurs où tu réponds au monde, puis tu t'expliques leurs droits, puis tu prends des dossiers, puis tu défends, puis tu organises toutes sortes de mobilisations pour une réforme de l'assurance-emploi. Mais la question, par exemple, de la réforme de l'assurance-emploi va être au centre de mon activité. Vraiment. Parce que ils ont trahi. C'est-à-dire qu'on a connu des reculs extrêmement graves. Ils ferment la porte à l'assurance-emploi depuis, mon Dieu, une trentaine d'années. Ça, c'est les conservateurs. Et ce sont les libéraux, sous Jean Chrétien. Et dans les dernières années du gouvernement libéral, on nous avait promis une réforme, moderniser le programme, l'amener au 21e siècle. Combien de séances d'études auxquelles j'ai participé, puis de consultations de toutes sortes, combien de ministres j'ai rencontrés et qui nous disaient tous, Trudeau, c'était un engagement du premier ministre du Canada. C'est le même parti qui est au pouvoir. Ils ont peut-être changé de chef, là. C'est le même parti, c'est les mêmes ministres. Alors, tous ces engagements qu'ils avaient pris comme premier ministre, comme gouvernement, les discours du trône, les lettres de mandat de la ministre Qualtrough à l'époque, 2021-2022, ils ont trahi. Alors ça va être dit. Et de revendiquer cette réforme et élargir le filet social, ce filet social, par exemple, au monde de la culture, auquel il faut réfléchir penser aux travailleurs et aux travailleuses de l'industrie saisonnière, parce qu'il y a plusieurs de nos régions, surtout dans l'Est du Canada, beaucoup au Québec, où l'économie, en bonne partie de ces régions, repose sur une industrie qui est saisonnière. Donc, il faut intervenir, puis ça va être ça, mon affaire. Ça va être, voilà, rappeler leurs mensonges pour leur trahison, puis utiliser toutes les plateformes, tous les lieux, pas juste le petit moment qu'on va me donner pour me lever en chambre et dire, Ah, monsieur le président, j'ai une question à poser. Puis là, l'autre, il te répond à peu près n'importe quoi, puis ton temps de parole est fini. Ben non. Je vais prendre ça, mais je suis pas barré. Alors, voilà. Je vais être bien dérangeant. Bon, c'est bon signe. Est-ce que vous aimeriez rajouter quelque chose de plus à vos... euh, non? Ben, j'ai dit l'essentiel là, de ma vision, mais il y a une chose que j'ai compris dans la vie, hein, on n'est pas grand-chose, sincèrement. Et on n'arrive pas à grand-chose si on est tout seul. Donc, on va se battre, puis on est une belle gang, on mobilise, on va mobiliser les progressistes, l'ensemble des forces progressistes de Rosemont et la Petite Patrie pour gagner de nouveau cette circonscription. Et ça se fait en gang. Ça se fait donc à travers cette mobilisation, puis on va y travailler très, très fort parce que c'est ensemble. C'est pas un individu, moi, qui est le candidat. C'est ce candidat avec une belle gang de monde et c'est ce qu'on est en train de rassembler. On va mener une belle bataille. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite de gagner, d'être député dans les prochains mois. Voilà. Et ben, merci pour le lectorat de PSE à gauche qui va pouvoir tout écouter vos positions politiques. Merci C'est à beaucoup. vous. Ciao.